Rester en couple est souvent perçu comme une forme de stabilité, presque comme une évidence en avançant dans l'âge. Pourtant, avec le temps, une réalité plus subtile commence à émerger. C'est pas la présence de quelqu'un qui protège réellement, mais la qualité du lien que l'on entretient avec soi-même. Dans certaines relations, quelque chose se transforme sans bruit. On ne s'en rend pas compte immédiatement, on s'adapte, on fait des efforts, on ajuste ses réactions pour préserver un équilibre qui, en apparence, fonctionne encore. Mais intérieurement, une fatigue s'installe, lente, diffuse, difficile à nommer. Ce qui épuise le plus, c'est pas le conflit ouvert, mais l'effacement progressif. Le fait de retenir des mots, de filtrer ses émotions, de réduire peu à peu certaines parts de soi pour éviter les tensions. Avec les années, ces petits renoncements s'accumulent et finissent par créer une distance intérieure presque invisible de l'extérieur. Tout semble normal. La relation tient, les rôles sont respectés, la stabilité est là, mais à l'intérieur, quelque chose se vide. Une sensation étrange apparaît, comme si la vie continuait, mais sans élan réel, sans cette impression d'être pleinement présent à soi-même. C'est souvent dans ces moments-là qu'une prise de conscience commence à émerger, non pas de manière brutale, mais comme une évidence lente. Rester n'est plus toujours synonyme de sécurité. Parfois, cela devient simplement une habitude, une continuité que l'on n'ose pas remettre en question. Et à l'inverse, le célibat cesse progressivement d'être perçu comme un manque. Il peut devenir un espace où l'on respire autrement, où l'on retrouve une forme de cohérence intérieure, où l'on peut à nouveau exister sans filtre ni adaptation constante. Avec le temps, cette lucidité s'impose doucement, non pas contre l'amour, mais en faveur de quelque chose de plus essentiel. Quelque chose qui ne dépend plus de la présence de l'autre, mais de la capacité à être bien simplement avec soi-même. Avec l'âge, une transformation silencieuse se produit dans la manière de percevoir les relations. Ce qui semblait essentiel auparavant perd parfois de son évidence. Le besoin d'être validé, rassuré, constamment reconnu par l'autre commence à s'estomper, laissant place à une recherche plus profonde, plus intime. Dans cette phase, une question revient souvent, presque discrètement. Est-ce que cette relation m'apaise réellement ou est-ce qu'elle me maintient dans une forme de tension permanente que j'ai appris à considérer comme normale? Parce qu'avec le temps, on s'habitue à beaucoup de choses, même à ce qui nous épuise. Certaines dynamiques deviennent mécaniques. Les mêmes discussions, les mêmes incompréhensions, les mêmes silences, rien d'explosif, rien de dramatique, mais une répétition qui finit par enfermer. Et ce type de fatigue est particulier parce qu'il ne se voit pas, mais il s'accumule dans ce contexte. Être seul commence à prendre une autre signification, non plus comme une absence, mais comme une absence de tension, une forme de légèreté mentale, un espace où l'on n'a plus besoin d'anticiper, de se justifier ou de se contenir. Il devient alors possible de redécouvrir une chose simple mais souvent négligée, le calme intérieur. Cette sensation d'être en accord avec soi sans avoir à négocier en permanence avec les attentes de quelqu'un d'autre, c'est pas spectaculaire, mais c'est profondément réparateur. Ce changement de perception se fait pas contre les relations, mais à travers une compréhension plus fine de ce qu'elles impliquent réellement. Aimer ne devrait pas signifier s'adapter jusqu'à se perdre. Aimer devrait amplifier ce que l'on est, pas le réduire.
Et c'est souvent en faisant l'expérience de la solitude choisie que cette évidence devient claire. Non pas comme une fuite, mais comme une forme de recentrage, une manière de retrouver un équilibre qui ne dépend plus de la présence ou de l'absence de quelqu'un. Progressivement, une autre forme de liberté apparaît, plus discrète, plus stable, celle de ne plus avoir besoin de combler un vide, parce que ce vide n'existe plus de la même manière. Et c'est à partir de là que tout commence réellement à changer. Avec le temps, une forme de lucidité s'installe. Elle ne vient pas d'un rejet de l'amour, mais d'une compréhension plus fine de ce que certaines relations exigent en silence. Maintenir un lien demande parfois une énergie constante, presque invisible, faite d'ajustements, de retenues, de compromis répétés qui finissent par peser. Ce qui est troublant, c'est que cette fatigue ne se manifeste pas toujours de manière évidente, elle ne crée pas forcément de conflits ouverts, ni de rupture brutale. Elle s'installe doucement dans les détails du quotidien, dans les non-dits, dans les petites concessions que l'on accepte sans vraiment les questionner. Peu à peu, une tension intérieure apparaît, pas une tension dramatique, mais une sensation de ne jamais être totalement relâché. Comme si une partie de soi restait en vigilance permanente, attentive à l'autre, à ses réactions, à ses attentes, à ce qu'il faut dire ou éviter de dire. Vivre seul dans ce contexte devient une expérience radicalement différente. C'est pas le silence qui domine, mais une forme de repos mental. Plus besoin d'anticiper, plus besoin de filtrer chaque mot, plus besoin de maintenir un équilibre fragile. L'esprit retrouve une fluidité qu'il avait oubliée. Dans cet espace, quelque chose se reconstruit naturellement, la capacité à écouter ses propres besoins sans les minimiser, la possibilité de ressentir sans se censurer. Une forme de simplicité qui, paradoxalement, devient rare dans certaines relations prolongées. Cela ne signifie pas que toutes les relations mènent à cet épuisement, mais cela révèle une réalité souvent ignorée. Rester avec quelqu'un ne garantit pas le bien. Être, parfois, c'est précisément ce maintien qui empêche une évolution plus juste, plus alignée avec ce que l'on est devenu. Avec les années, les priorités changent. La recherche d'intensité laisse place à une recherche de justesse. On ne cherche plus à remplir un vide, mais à préserver un équilibre. Et cet équilibre devient difficile à négocier lorsque la relation impose des ajustements constants. Et c'est dans cette prise de conscience que le célibat peut apparaître autrement. Non pas comme une absence de lien, mais comme un retour à une forme d'intégrité intérieure, un espace où l'on cesse de se fragmenter pour correspondre à une relation qui ne nous correspond plus vraiment. En avançant dans l'âge, une autre transformation s'opère, plus discrète mais déterminante. La tolérance à ce qui déséquilibre diminue. Ce qui passait inaperçu autrefois devient plus difficile à ignorer. Une remarque, un comportement, une dynamique répétée prennent une autre dimension, non pas parce qu'elles sont plus graves, mais parce que la conscience est plus claire. Dans une relation, cela peut créer un décalage, continuer comme avant, devient plus coûteux intérieurement. Ce n'est plus seulement une question d'adaptation, mais une question de cohérence. Rester fidèle à soi-même commence à peser plus lourd que maintenir un équilibre extérieur dans cet état. Le corps lui-même réagit. Une fatigue plus rapide, une irritation plus présente, une difficulté à se détendre complètement, comme si quelque chose en soi refusait désormais de s'ajuster autant qu'avant. Ce n'est pas un caprice, c'est un signal. Être seul
permet alors de retrouver une forme de régulation naturelle. Le rythme redevient personnel, les émotions circulent sans contrainte, l'espace mental se libère progressivement de cette vigilance constante qui, dans certaines relations, devient presque automatique. Ce qui surprend souvent, c'est la rapidité avec laquelle cet apaisement s'installe. Quelques jours, parfois quelques semaines, suffisent pour ressentir une différence nette. Le mental ralentit, les pensées deviennent plus claires et une sensation de stabilité réapparaît sans effort particulier. Cela met en lumière une chose essentielle. Une relation ne devrait pas nécessiter un effort permanent pour être supportable. Lorsqu'elle demande une adaptation constante, elle finit par créer une tension chronique qui use, même sans conflit apparent. Avec le temps, une forme d'exigence intérieure émerge, non pas envers l'autre, mais envers soi-même. Ne plus accepter ce qui déséquilibre, ne plus ignorer ce qui fatigue, ne plus minimiser ce qui éteint. Cette exigence devient une forme de respect de soi. Et c'est précisément là que le célibat prend une autre valeur, non pas comme un refuge, mais comme un choix conscient, celui de préserver une stabilité intérieure devenue prioritaire, même si cela signifie renoncer à une présence qui ne correspond plus avec les années. Une autre réalité devient difficile à ignorer. Certaines relations ne reposent pas uniquement sur l'affection, mais aussi sur des mécanismes plus profonds, souvent invisibles, des habitudes émotionnelles, des dépendances subtiles, des peurs anciennes qui maintiennent le lien bien au-delà de ce qui est réellement nourrissant. Dans ce type de dynamique, on ne reste pas toujours par choix clair, mais par inertie, par peur du vide, par crainte de recommencer, ou simplement parce que l'on s'est habitué à fonctionner ainsi. Ce qui était au départ une connexion vivante devient peu à peu une structure rigide que l'on n'ose plus questionner. Ce qui rend ces situations complexes, c'est qu'elles ne sont pas forcément douloureuses en permanence. Il y a des moments agréables, des instants de complicité, suffisamment pour entretenir l'idée que la relation fonctionne encore, mais entre ces moments, une forme de désalignement persiste. Ce désalignement crée une tension intérieure difficile à expliquer. Tout semble presque correct, mais quelque chose ne résonne plus complètement. Une partie de soi reste en retrait, comme si elle observait la relation sans y être pleinement engagée. Être seul, dans ce contexte, devient une expérience de clarification. Les mécanismes apparaissent plus clairement. Ce qui relevait de l'habitude devient visible, ce qui relevait de la peur se distingue du réel besoin. La confusion se dissipe progressivement. Ce processus peut être inconfortable au début. Se retrouver face à soi-même, sans distraction, sans compromis, sans rôle à jouer, mais c'est précisément dans cet inconfort que quelque chose de plus authentique commence à émerger. Avec le temps, une compréhension plus nette s'installe et rester dans une relation par peur ou par habitude finit toujours par créer une forme de fragmentation intérieure. Et cette fragmentation, même discrète, empêche une véritable sensation de stabilité, et choisir le célibat, dans ce cas, ne relève pas d'un rejet de l'autre, mais d'un refus de se trahir. C'est une manière de rétablir une cohérence, de remettre en accord ce que l'on vit avec ce que l'on ressent profondément à ce stade. Une confusion apparaît souvent. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de comprendre ce qui ne va pas pour que tout change naturellement.
Mais en réalité, la compréhension seule ne transforme rien si elle n'est pas suivie d'un mouvement concret. Rester dans une situation que l'on perçoit comme déséquilibrée, même en ayant conscience de ce déséquilibre, finit par renforcer une forme d'impuissance intérieure. Ce qui se joue ici est plus profond qu'une simple décision rationnelle. Quitter ou rester ne dépend pas uniquement d'une analyse logique, mais d'un rapport à soi, à sa propre valeur, à sa capacité à tolérer ou non certaines formes d'inconfort. Et avec les années, cette tolérance évolue dans une relation qui demande des ajustements constants. L'action devient de plus en plus difficile, non pas parce qu'il n'y a pas de solution, mais parce que l'énergie mentale est déjà mobilisée pour maintenir l'équilibre existant. Cela crée une forme de paralysie douce, où l'on sait, mais où l'on n'agit pas. Être seul permet de sortir de cette inertie. Sans la nécessité de maintenir une dynamique relationnelle, l'énergie se réorganise naturellement, la pensée devient plus claire, les décisions plus simples et surtout la capacité d'agir revient progressivement. Ce retour à l'action est essentiel. C'est pas seulement une question de changer de situation, mais de retrouver un sentiment de maîtrise, agir même de manière modeste, redonne une sensation de mouvement, une impression de progression qui avait parfois disparu. Il est important de comprendre que cette dynamique fonctionne aussi dans l'autre sens. Attendre de se sentir prêt pour agir est souvent une illusion. C'est l'action elle-même qui crée la clarté, qui génère de nouvelles perspectives, qui permet de sortir des schémas répétitifs dans le célibat. Cette liberté d'action est immédiate. Pas besoin de négocier, pas besoin de justifier, pas besoin d'ajuster en permanence. Chaque décision est alignée directement avec ce que l'on ressent, sans filtre, sans compromis excessif. Avec le temps, cette autonomie devient une source de stabilité profonde. Non pas une stabilité imposée par une structure extérieure, mais une stabilité construite de l'intérieur, fondée sur la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Au fil du temps, une autre dimension devient essentielle à observer. Ce n'est plus seulement la relation en elle-même, mais l'impact qu'elle a sur l'énergie mentale et émotionnelle. Certaines relations ne créent pas de conflits visibles, mais elles consomment silencieusement une grande partie de l'attention intérieure. Ce type de consommation est difficile à percevoir parce qu'il ne s'exprime pas par des crises ou des ruptures. Il s'installe dans le quotidien, dans la nécessité de penser à l'autre en permanence, d'anticiper ses réactions, d'ajuster ses propres besoins en fonction d'un équilibre fragile. Peu à peu, cela réduit l'espace intérieur disponible. L'attention, qui pourrait être utilisée pour créer, réfléchir, évoluer, est partiellement captée par la relation. Non pas par choix conscient, mais par fonctionnement automatique. Et cette captation finit par limiter la capacité à se développer pleinement, être seul. Dans ce contexte, libère cet espace. L'attention revient vers soi, non pas de manière égoïste, mais de manière structurante. Ce qui était dispersé se recentre, ce qui était conditionné redevient libre. Et cela change profondément la manière de penser et de ressentir. Dans cet espace retrouvé, certaines choses deviennent plus évidentes. Les envies, les besoins, les limites. Ce qui était flou dans la relation devient clair en dehors d'elle. Non pas parce que la solitude apporte toutes les réponses, mais parce qu'elle enlève les interférences. Ce processus permet aussi de redécouvrir une forme de créativité intérieure, non pas seulement au sens artistique, mais dans la manière de construire sa vie. Les choix ne sont plus dictés par
une dynamique relationnelle, mais par une cohérence personnelle qui devient plus stable avec le temps. Il devient alors possible de reconstruire une relation différente avec soi-même. Une relation basée sur l'écoute, sur le respect de ses propres rythmes, sur une forme de présence qui ne dépend plus du regard de l'autre. Et c'est souvent à partir de là que quelque chose de plus équilibré peut émerger, non pas nécessairement une nouvelle relation, mais une manière différente d'envisager le lien, un lien qui ne viendrait plus combler un manque, mais s'ajouter à un équilibre déjà existant. En avançant encore, une autre prise de conscience apparaît, plus subtile mais déterminante. Ce que l'on appelle souvent solitude n'est pas toujours ce que l'on croit. Rester avec quelqu'un ne protège pas nécessairement de ce sentiment, et vivre seul ne signifie pas forcément en souffrir. Dans certaines relations, une forme de solitude existe déjà, mais elle est masquée par la présence physique. On partage un espace, des habitudes, parfois même des projets, mais intérieurement, une distance s'est installée. Une difficulté à être compris, à être réellement vu dans ce que l'on est devenu. Ce type de solitude est particulier parce qu'il crée une confusion. On est accompagné, mais on se sent seul. Et cette contradiction fatigue profondément car elle ne laisse pas de place à une véritable reconnaissance de ce qui est vécu. À l'inverse, la solitude choisie peut devenir un espace de présence. Non pas une absence, mais une relation différente avec soi-même, un moment où l'on n'a plus besoin de se traduire, de s'expliquer ou de s'adapter pour être accepté. Dans cet espace, quelque chose se répare. La relation à soi devient plus directe, plus simple. Les émotions circulent sans être retenues, les pensées ne sont plus filtrées et une forme de sincérité intérieure réapparaît. Ce changement modifie profondément la perception du lien. On ne cherche plus quelqu'un pour éviter la solitude, mais éventuellement pour partager quelque chose qui existe déjà. Et cette différence transforme entièrement la manière d'entrer en relation. Avec le temps, cette autonomie émotionnelle devient une base solide. Elle ne dépend pas des circonstances, ni de la présence ou de l'absence de quelqu'un. Elle repose sur une stabilité intérieure qui s'est construite progressivement, souvent après avoir traversé des phases de confusion ou de déséquilibre. Et c'est précisément cette stabilité qui change tout. Parce qu'à partir du moment où l'on n'a plus besoin de l'autre pour se sentir complet, chaque relation devient un choix réel et non plus une nécessité déguisée. À ce stade, une forme de clarté s'installe qui ne dépend plus des discours, ni des attentes sociales, ni même des anciens schémas affectifs. Ce qui compte devient plus simple, mais aussi plus exigeant. Se sentir en paix, être en accord avec soi, ne plus se forcer à maintenir quelque chose qui ne correspond plus. Cette exigence intérieure, elle n'est pas dure, elle est lucide. Elle ne cherche pas la perfection, mais la justesse, elle invite à regarder les relations telles qu'elles sont réellement, sans les idéaliser, sans les dramatiser, mais sans non plus les minimiser. Dans cette lucidité, une question devient centrale. Est-ce que ce lien me permet d'être pleinement moi-même ou est-ce qu'il me demande encore de m'adapter au point de me perdre légèrement ? Ce n'est plus une question de confort ou d'habitude, mais une question d'intégrité. Ce qui devient évident, c'est que la paix intérieure n'est pas négociable sur le long terme. Tout ce qui la perturbe de manière répétée finit par laisser une trace, même si cette trace reste discrète au début, et avec les années, ces traces s'accumulent. Être seul dans ce contexte n'apparaît plus comme un manque, mais comme une protection.
une manière de préserver ce qui a été reconstruit, ce qui a été compris, ce qui a demandé du temps pour émerger, non pas pour s'isoler, mais pour ne plus se disperser. Cela ne signifie pas renoncer à toute relation, mais refuser celle qui exige une adaptation constante au détriment de soi. Cela signifie aussi accepter que toutes les relations ne sont pas faites pour durer indéfiniment et que certaines ont simplement rempli leur rôle avec le temps. Cette acceptation devient apaisante. Elle permet de se détacher de l'idée que rester est toujours une preuve d'amour, parfois. Partir est simplement une preuve de respect envers soi-même. Et c'est précisément cette compréhension qui prépare le terrain pour une transformation plus profonde, non pas dans la relation à l'autre, mais dans la relation que l'on entretient avec sa propre vie, avec ses choix, avec ce que l'on décide de ne plus accepter. Arrive un moment où la question ne se pose plus en termes de couple ou de célibat, mais en termes de vérité intérieure. Ce qui compte, ce n'est plus de correspondre à une image, ni de suivre un chemin attendu, mais de vivre en accord avec ce que l'on ressent profondément, sans filtre, sans compromis excessif. Avec les années, une évidence s'impose lentement. Rester dans une relation ne vaut que si cette relation permet de se sentir pleinement vivant. Sinon, elle devient une forme d'habitude rassurante, mais appauvrissante, quelque chose qui maintient une stabilité apparente, mais qui freine un mouvement intérieur beaucoup plus essentiel. Ce qui change alors, c'est pas seulement la perception de l'autre, mais la perception de soi. Une forme de responsabilité apparaît, et celle de ne plus ignorer ce que l'on ressent, celle de ne plus se raconter d'histoires pour éviter de voir ce qui est déjà clair depuis longtemps. Être seul dans ce contexte n'est plus une épreuve, c'est une forme de retour. Un retour vers une version de soi plus simple, plus directe, moins fragmentée, une manière de retrouver une continuité intérieure que certaines relations avaient sans le vouloir disperser. Dans cette solitude choisie, quelque chose se stabilise, le besoin de validation extérieure diminue, l'agitation mentale s'apaise et une forme de confiance plus profonde émerge, non pas une confiance basée sur des certitudes, mais sur la capacité à être présent à soi-même, quelles que soient les circonstances. Ce calme intérieur change tout. Il transforme la manière de vivre, la manière de penser, la manière de se projeter. Les décisions deviennent plus alignées, les choix plus cohérents et surtout, la dépendance émotionnelle perd progressivement son emprise. À partir de là, la relation à l'autre ne disparaît pas, elle se transforme, elle n'est plus un besoin, mais une possibilité qui ne sera acceptée que si elle respecte cet équilibre intérieur devenu essentiel. Sinon, elle n'a plus sa place. Ce qui rend ce chemin exigeant, c'est qu'il demande de renoncer à certaines illusions. L'illusion que l'autre va combler ce qui manque, l'illusion que rester est toujours plus courageux que partir, l'illusion que la solitude est forcément une défaite. Ces idées profondément ancrées doivent être déconstruites une à une. Et lorsque cela se produit, une forme de liberté apparaît, une liberté silencieuse mais stable. Celle de ne plus dépendre d'un cadre extérieur pour se sentir bien, celle de pouvoir choisir sans peur, non pas en fonction du manque, mais en fonction de la justesse. Ce chemin ne mène pas à l'isolement, mais à une relation plus saine avec soi-même et par extension avec les autres. Parce que une relation construite à partir d'un équilibre intérieur n'a plus besoin de compensation ni de sacrifice excessif pour exister. Et finalement, ce qui semblait être une perte devient une forme de gain, non pas un gain visible, spectaculaire, mais quelque chose de plus profond, une qualité de présence, une stabilité intérieure, une capacité à vivre sans se trahir.
C'est à ce moment précis que tout prend sens. Non pas dans le fait d'être seul ou accompagné, mais dans le fait d'être aligné. Et lorsqu'on atteint cet état, une chose devient claire. Mieux vaut être seul et en paix que accompagné et fragmenté. Non pas par rejet de l'autre, mais par respect de soi. Et cette compréhension, une fois intégrée, ne disparaît plus. Elle devient une base, une direction, une manière de vivre, une manière de choisir, non plus par peur ou par habitude, mais par conscience. Et c'est peut être cela, au fond, la véritable forme de liberté que l'on découvre en avançant dans la vie.